à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Tragique accident sur les rails. Un train en provenance de Casablanca a déraillé ce matin au niveau de Bourknadou. Bilan provisoire, 7 morts et 86 blessés. Sa Majesté le Roi prend en charge les frais d'inhumation des victimes et leurs funérailles et donne ses hautes instructions pour l'évacuation des blessés à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Il y a 43 ans, l'annonce historique de feu Sa Majesté Hassan II de la marche pacifique pour la récupération du Sahara marocain. Une page glorieuse de notre histoire que nous évoquons dans ce journal. Salon du cheval d'El Jadida, visite dans les stands de nos régions, un savoir-faire ancestral dans le domaine équestre et il y a food, nous le verrons dans un instant. Art plastique et poésie, c'est l'univers rêvé de l'artiste Mohamed Mourabiti qui accroche ses toutes nouvelles œuvres à l'Institut français de Rabat, un échange de convivialité entre le pinceau et la plume. À la une de l'actualité, ce drame ferroviaire, un train assurant la liaison entre Rabat et Kenitra a déraillé ce matin au niveau de Bourknadou. Un bilan provisoire fait état de 7 morts et 86 blessés. Suite à cet accident tragique, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur et au ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau qui se sont rendus sur les lieux de l'accident pour l'évacuation des blessés à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat en vue de recevoir les soins nécessaires. Un communiqué du cabinet royal précise qu'en signe de compassion avec les familles éplorées des victimes, mais pour atténuer leur souffrance à la suite de cet accident tragique inscrit dans le destin imparable de Dieu, Sa Majesté le Roi a décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation des victimes et leurs funérailles, leur exprimant ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion et implorant le très haut d'entourer les victimes de sa sainte miséricorde et d'accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés. Une enquête a été ouverte en vue de déterminer les causes et les circonstances de cet accident, conclut le communiqué du cabinet royal. Le drame est donc survenu aux alentours de 10 h ce matin lorsque le train en provenance de Casablanca a déraillé au niveau de la commune de Bourknadou-la-Salée. Je rappelle que le bilan provisoire est de 7 morts et 86 blessés. Sur place, les opérations de sauvetage se poursuivent. Certains wagons sont complètement détruits. Le point de la situation avec Zaki Abelkas et Nisr El-Hamdawi. Des wagons couchés sur le flanc et plusieurs autres à la tôle froissée. Ici, des vitres cassées et quelques roues de la locomotive détachées. Les images témoignent de l'ampleur du drame. Nous sommes dans la commune de Sidi Bourknadou, à une dizaine de kilomètres de Salé. Sur l'un des quais de cette région, un train de passagers assurant la liaison entre Kenitra et Rabat déraille en milieu de matinée. Un bilan provisoire fait état de 7 morts et 86 blessés. L'accident a eu lieu vers 10h20. Nous avons mobilisé plusieurs enquêteurs relevant des différents départements des chemins de fer. Tous sont en train d'examiner et d'étudier les causes de cet accident. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, les ministres de l'Intérieur et de l'Équipement et du Transport se sont rendus sur les lieux du drame afin de s'enquérir de la situation. Ici, tout le monde s'accorde sur la célérité de l'intervention des éléments de la protection civile qui a permis l'évacuation rapide des victimes. Immédiatement, nos services ils ont déployé un dispositif très important composé de 15 ambulances, 4 engins et une cellule de sauvetage et de recherche. À l'arrivée, on s'est confronté à un nombre très important de blessés, dont des blessés graves. Et c'est ici, à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, que les blessés reçoivent les soins nécessaires. J'ai pris le train de la station Salé Tabriket. Une fois à bord, j'ai pris mon portable pour y jeter un coup d'œil et soudain, j'ai entendu un bruit. Je me suis accrochée à une barre en fer et j'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillée, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire bouger ma main. Par la suite, j'ai été secourue.
Ça fait 14 ans que je fais la navette. Jamais je n'aurais pensé pouvoir assister à pareil drame. Ce qui était choquant, c'est de voir des passagers amputés de certains de leurs membres. Tout va au mieux. Je suis venu dans un état grave et à présent je me porte de mieux en mieux grâce à la mobilisation de l'ensemble du staff médical. Sur ordre de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les portes de l'hôpital militaire s'ouvrent pour accueillir les victimes de l'accident dramatique de déraillement d'un train entre Rabat et Kénitra au niveau de Bourknedl. Tout un staff médical a été mobilisé pour apporter les soins aux victimes et pour procéder aux actes chirurgicaux nécessaires aux blessés graves. L'hôpital militaire s'est chargé de prendre en charge les patients les plus graves et nous avons reçu 10 patients graves, dont 4 femmes, 6 hommes. Le bilan lésionnel a montré différentes fractures, lésions au niveau des différents organes. Les 2 patients les plus graves, ce sont 2 hommes qui ont un traumatisme crânien grave, intubés, ventilés, avec une ventilation artificielle, dont un va être admis en urgence au bloc opératoire. L'autre va être admis en réanimation. Pour les 4 femmes, on a 2 femmes qui sont paraplégiques avec des fractures, luxations au niveau des vertèbres. Donc ils vont nécessiter une intervention chirurgicale. Une enquête est diligentée pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame ferroviaire. Un nouveau bilan, toujours provisoire, fait état de 7 morts, désormais 125 blessés. Et puis sachez que le procureur général du roi, après la cour d'appel de Rabat, a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances du déraillement du TNR numéro 9 assurant la liaison entre Rabat et Kénitra, survenu ce matin donc vers 10h30 au niveau de Bourknedl. 7 blessés sont dans un état grave, parmi lesquels le conducteur du train. Un communiqué du procureur général indique qu'il est prévu que les services de la gendarmerie royale procèdent à l'audition de tous les témoins ainsi que de toutes les personnes concernées par la supervision du voyage. Ajoutons que toutes les investigations techniques appropriées seront menées en vue d'établir les responsabilités légales. Il y a de cela 43 ans, jour pour jour, feu Sa Majesté Hassan II prononçait son discours historique à Marrakech, appelant les citoyens de tout le royaume à marcher vers le Sahara marocain pour le libérer. C'était le 16 octobre 1975, suivant la confirmation par la Cour internationale de justice de La Haye de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Boukeb Benrabrit évoque pour nous ce moment phare de notre histoire. 16 octobre 1975, feu Sa Majesté Hassan II surprend le monde entier. Il ne nous reste donc, cher peuple, qu'à entreprendre une marche pacifique dans l'ordre et la discipline, comme un seul homme, pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. Dans son avis en date du 16 octobre, la Cour internationale de justice a jugé que le Sahara n'a jamais été terra nullius et qu'il y avait des liens juridiques d'allégeance entre ce territoire et le Maroc. Liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. La Cour internationale de justice confirme qu'il existe des liens juridiques et d'allégeance entre le royaume du Maroc et le Sahara. L'appel du défunt roi déclenche une immense ferveur populaire. Muni de la seule foi et brandissant le Saint-Coran et le drapeau national, une marée humaine de 350 000 volontaires venant de toutes les régions du royaume ont répondu massivement à l'appel lancé par feu Sa Majesté Hassan II. Un élan patriotique, l'illustration de la parfaite symbiose entre le peuple et le trône alaouite. Témoignage de l'ingéniosité d'un roi unificateur. Démonstration également au monde entier de la ferme volonté du peuple marocain de concrétiser ses objectifs en brisant les frontières artificielles entre les fils de la même patrie. Depuis, cette date a marqué d'une pierre blanche les provinces du Sud.
poursuivant leur marche d'un développement soutenu et dynamique au profit des populations grâce au modèle de développement lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Des perspectives prometteuses sur les plans socio-économiques et culturels dans le cadre de la régionalisation avancée. La flamme de cette marche verte ne s'est jamais éteinte. Elle constitue aujourd'hui un motif de fierté pour l'ensemble du peuple marocain. Une source d'inspiration pour les générations montantes. Le salon du cheval des Jadida, 11 ans déjà, une vitrine du riche patrimoine équestre marocain et de son rayonnement international. Les sports équestres au Maroc, c'est le thème de cette nouvelle édition qui aborde encore une fois les aspects liés à la plus belle conquête de l'homme. Dès le premier jour, l'événement draine un public nombreux qui afflue particulièrement sur les espaces dédiés aux régions, fiers les unes que les autres de présenter leur savoir-faire en matière équestre. Le sujet sur place, c'est de nos envoyés spéciaux au salon, Abdelfatah Zouin, Jihad Libri, Nisrina Oustar. Cet espace nous offre un véritable voyage à travers le Maroc. Pas besoin d'être cavalier pour admirer les objets exposés. Un univers qui mêle des créations vitales pour conduire, protéger et prendre soin du cheval. Des créations qui ne laissent pas de marbre, car réalisées avec beaucoup d'amour et de passion, les visiteurs sont séduits. Je suis venu de Khouribga pour enrichir ma culture concernant notre patrimoine équestre. Il y a des choses merveilleuses ici. Elles mettent en avant la diversité de nos régions et le savoir-faire de nos artisans. Je suis d'El Jadida. Ce que j'ai vu jusqu'ici dans ce salon me plaît beaucoup. Dans une atmosphère chaleureuse, les enfants sont également invités à découvrir les objets liés au cheval. L'excitation et la joie se lisent sur leur visage. Pour eux, quitter les bancs de l'école le temps d'une journée de découverte aussi enrichissante et chouette est une fête. Je suis venue pour cette fête parce que j'aime bien de venir là. Alors j'ai vu que c'est très beau. En plus, j'ai vu avec j'ai déjà venu là avec ma mère et je l'ai vue très belle. Je suis venue avec mes amis pour me défouler. Il m'est agréable de découvrir ce salon. C'est vraiment formidable. Et j'aime beaucoup les chats et les chevalos aussi, ils sont très mignons. Mais ici, c'est un salon consacré au cheval. T'aimes bien les chevals aussi? Te fait pas peur? Non. Ils sont très gentils et très jolis. Je les aime beaucoup. Grâce à la diversité qu'il met en avant, le Salon du Cheval d'El Jadida est un véritable musée du patrimoine équestre national, un patrimoine riche et authentique. Et tout comme les petits qui ont visité aujourd'hui ce salon, il faut dire que Claudia et Orlando, qui sont venus de l'autre côté de la Méditerranée, ont également assouvi leur curiosité concernant la culture équestre nationale, une culture très riche. Et ils ont même eu des coups de cœur. Découvrons-les tout de suite. Ce couple français tient et gère depuis 20 ans un centre équestre en Normandie. Le monde du cheval n'a plus de secret pour ses passionnés. Après avoir pris part à la toute première édition du salon, leur amour du cheval les a reconduits à El Jadida. Ils en ont eu plein les yeux. Ils sont surtout impressionnés par les formes et les couleurs. Les selles qui sont très jolies avec les couleurs qui sont chatoyantes, qui sont très animé parce que avec beaucoup d'étincelles dans les couleurs, et je trouve ça très joli. Il y a même des selles qui brillent avec plein d'apparats, c'est très joli. Les selles sont merveilleuses, hein. On fait beaucoup de randonnées et donc là faire des randonnées avec des selles comme ça doit être sensationnel, hein. Donc ça me plairait bien. C'est très original, oui. Sellerie, broderie, cuir, fusil, djellaba, les produits artisanaux liés au cheval et au cavalier sont fascinants. Autant d'objets qui perpétuent un art ancestral valorisé cette année encore pendant le Salon du Cheval d'El Jadida. Et en marge de cet événement, Moulay Abdellah Alawi, président du Salon du Cheval et de la Fédération royale marocaine des sports équestres, a reçu son Altesse royale le prince Abdelaziz Ben Hamad Abdelaziz Al Saoud, président de l'organisation du cheval arabe. L'occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière équestre, notamment concernant le cheval arabe. Le Maroc et l'Arabie Saoudite font d'ailleurs de la coopération un axe majeur pour le développement et la promotion de la filière équine.
Le temps perturbé de retour après-demain jeudi. Plusieurs provinces seront concernées par de fortes averses orageuses, localement fortes. Tanger, Assela, Fas, Anjarash, Fchaouen, Larache, Kenitra, Salé, Rabat, Ouazan, Taounat, Taza, Sidi Qassem et Sidi Slimane. Des pluies modérées sont également prévues à Madiq, Fnedq, Skhairat, Temara, Khmisset, Meknes, Fès, Moulay Yaqoub et Taza. À l'international, les images sont encore très impressionnantes ce mardi dans le département français de l'Aude, où les inondations ont fait 13 morts. Les pluies diluviennes ont causé des crues, des tronçons de routes sont encore sous l'eau et plus de 100 communes touchées. L'Aude fait en effet face à des intempéries historiques et meurtrières. Les autorités locales engagent la procédure de catastrophe naturelle. L'une des communes les plus touchées, Trèbes, où les opérations de secours et de nettoyage se poursuivent. On s'attend encore à des pluies conséquentes ce soir et demain. La violence monte d'un cran en Cisjordanie après la destruction du village de Khan al-Ahmar, mais les habitants sont déterminés à y rester. Leur mobilisation ne faiblit pas pour empêcher la démolition de leur village. La Cour suprême israélienne avait ordonné cette démolition dans cette localité. De violents heurts ont éclaté entre les forces de l'occupation et des militants palestiniens venus se solidariser avec les habitants. Les deux Corées reprennent langue à nouveau ce mardi, des discussions autour du désarmement. Objectif, désarmer la zone de sécurité conjointe de Panmunjom, le seul point de contact sur la frontière ultra-militarisée entre Nord et Sud. C'est dans cette localité que les dirigeants nord- et sud-coréens se sont rencontrés à 2 reprises cette année. Séoul et Pyongyang ont prévu d'interdire dorénavant toute arme dans la zone. 9 postes de garde seront supprimés et les touristes seront autorisés à traverser à pied la ligne de démarcation pendant la journée. La lutte contre la faim est sous pression et c'est la FAO qui le confirme en cette journée mondiale de la sécurité alimentaire. L'organisation onusienne constate que la faim chronique et la malnutrition sont à nouveau en hausse dans le monde et menacent d'annuler des décennies d'acquis. Selon un rapport de la FAO, plus de 815 millions d'individus souffrent de sous-alimentation chronique, 38 millions de plus par rapport à 2015, et plus de la moitié d'entre eux vivent dans des pays victimes de conflits, particulièrement le continent africain. Un tiers des entreprises immatriculées via le Centre régional d'investissement de Casablanca-Stat ne dépasse pas les 5 ans d'existence. Un constat peu réjouissant établi par une étude sur le parcours post-création des entreprises créées dans la région. La radioscopie témoigne de la situation d'extrême fragilité dans laquelle se situe l'entreprise au cours de ses premières années. Nous en saurons plus dans ce sujet de Saïd El-Idrissi et Sarah Katir. L'étude du parcours post-création des entreprises créées dans la région de Casablanca-Stat via le CRI, une première en son genre, vise à mieux connaître le devenir des entreprises créées par son biais entre 2003 et 2015. L'étude a été menée avec assistance technique et financière de la Banque mondiale et ses résultats sont pour le moins surprenants. Sur près de 64 000 entreprises immatriculées via le CRI entre 2003 et 2015, seuls 51% étaient toujours actives à fin 2015 pour 249 000 emplois générés. 93% des entreprises actives étant une TPE réalisant un chiffre inférieur à 10 millions de dirhams et employant moins de 10 employés. Les principales difficultés exogènes citées par les entreprises sont les délais de paiement clients, la concurrence avec les grandes entreprises et l'accès au financement. Et à la lumière des résultats de cette enquête, un plan d'action de développement de l'écosystème entrepreneurial régional a été élaboré à travers des focus group avec les chefs d'entreprise et des consultations avec les différentes parties prenantes. La peinture rivée aux entrailles, c'est ainsi que l'on peut définir le caractère de l'artiste autodidacte Mohamed Morabiti. Le plasticien de Tahnaout expose en ce moment ses nouvelles œuvres à l'Institut français de Rabat. Un dialogue entre peinture et poésie dans un esprit de convivialité. Mounia Marouche. Ces tableaux oscillent entre le monde pictural et l'univers poétique. Son engouement pour la poésie inspire l'artiste peintre Mohamed Morabiti à transformer les mots et les émotions en langage pictural.
c'est pour la première fois que j'expose cet ensemble de travaux que j'ai réalisé avec 5 ou 6 poètes marocains et français. Et c'est la première fois que ces travaux ils sont exposés. Et j'ai pensé de les grouper comme ça pour qu'ils soient ensemble. Dans ces toiles, il accorde une attention particulière aux effets lumineux, à la structure de l'espace et aux poèmes qui lui sont dédiés. Quant aux signes, il fusionne harmonieusement avec les mots pour n'en faire qu'une œuvre unique. Mohamed Mourabiti présente ont été réalisés avec des supports graphiques et des écrits de Mohamed Benis, de Sehan, d'Adonis, d'Anne Rothschild. Il s'agit d'un parfait mélange entre ces deux disciplines et de cet univers naissent des œuvres qui ont un éclat particulier. Le jeu d'écho entre peinture et écriture se façonne au fil des émotions et en réaction à un dur labeur. Fruit d'un échange artistique de 10 ans entre ce plasticien autodidacte et ces poètes de tous horizons. La bande dessinée espagnole, une tradition parmi les plus importantes en Europe. Elle s'expose à l'Institut Cervantes de Casablanca, où une pléiade de bédéistes n'ont pas manqué à l'appel. Il faut dire que ce qui retient l'attention, c'est surtout la grande variété de styles qui anime chacun de Dominique Orlando. On est assez surpris en accédant à cette exposition car l'on n'imaginait pas a priori qu'il existait une vraie tradition de la bande dessinée chez nos amis et voisins espagnols. Non seulement elle existe bien et depuis au moins le début des années 70, mais elle est, pour ne rien gâcher, animée dans son ensemble par une vraie variété de styles et donc de façon de raconter par le dessin. Il s'agit d'une exposition de plusieurs auteurs espagnols. Quelques sont déjà consacrés, par exemple Miguel Ancho Prado, Javi Rey, Paco Roca, et d'autres sont très jeunes, des années 80. Il a fallu pour chacun se démarquer dans ce vaste mouvement de la bande dessinée espagnole et la plupart y sont parvenus. Essentiellement grâce à un très haut niveau artistique reconnu par tous les spécialistes de ce que l'on appelle désormais le 9e art. Bande dessinée, romans illustrés, comics ou manga, l'univers de la BD s'étend même bien au-delà. C'est sans le moindre doute Paco Roca qui est l'illustrateur le plus connu en Espagne. Cela est principalement dû au fait que son roman a été adapté pour le grand écran, ce qui lui a offert une visibilité considérable auprès du grand public. Considéré comme l'un des filons quasi inépuisables pour le grand écran, la bande dessinée connaît effectivement un énorme retentissement. De Tintin à Lucky Luke, en passant par Astérix et Obélix, le phénomène a tout aussitôt eu un impact plus que positif sur la vente des albums elles-mêmes. Du sport maintenant, les Lions de l'Atlas ont fait match nul cet après-midi à Misamioli aux îles Comores face à la sélection comorienne. 2-2, titre du match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Ce match nul permet au Maroc d'occuper la seconde place avec 7 points derrière le Cameroun en tête du groupe B avec 8 points. Avant de nous quitter, je vous rappelle le bilan encore provisoire du drame ferroviaire survenu ce matin dans la commune de Bourknadl suite au déraillement d'un train à destination de Kénitra. 7 morts et 125 blessés, parmi eux 7 dans un état grave dont le conducteur du train. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances du drame. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci de rester avec nous. L'info est de retour à 21h avec Marim Laofir. Demain, sur cette même place, c'est Boukrim Rabrit que vous retrouvez à 19h.